Oui, oui, on l'a déjà fait, ça, tous les deux. Ça va. Ouais. Il faut passer à autre chose. D'accord. mais quand vous... À 83 ans, Eddie Mitchell est devenu une légende tranquille. Sa voix grave légèrement voilée résonne comme un écho des années 60, quand un adolescent du nom de Claude Moine, fils d'employé de banque du 9e arrondissement de Paris, découvrait pour la première fois la fureur du rock'n'roll venu d'Amérique. Ce fut un choc, une révélation. Depuis, celui qui prit le pseudonyme d'Eddie Mitchell n'a jamais cessé de chanter la bande-son de toute une génération entre riffs électriques, ballades nostalgiques et accents de crooner. Mais derrière l'icône française, il y a toujours eu un passionné, un auditeur fervent, un homme qui ne s'est jamais lassé d'écouter et d'admirer ses héros. Car oui, Eddie Mitchell n'a pas seulement été la voix d'une jeunesse rebelle, il a aussi été un admirateur acharné de ceux qui avaient ouvert la voie. Ces artistes qu'il a écoutés en boucle, qu'il a défendus dans ses interviews, qu'il a parfois même eu la chance de rencontrer. De Gene Vincent à Frank Sinatra, en passant par Chuck Berry, Ray, Charles Elvis Presley ou encore son frère d'armes, Johnny Hallyday. Mitchell a tissé une toile invisible d'admiration et de gratitude. Chaque nom est comme une pierre posée sur le chemin de sa propre carrière, chaque mélodie une leçon de sincérité et de style. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il ne parle plus de gloire ou de record de vente, mais de ces instants précieux où il s'est senti élève devant ses maîtres. Car même les géants ont leurs géants. Et lorsque Eddie Mitchell accepte enfin de révéler les 6 artistes qu'il a le plus admirés, il nous ouvre une porte rare, celle de son panthéon intime, là où l'histoire du rock, de la soul et de la chanson croise son propre destin. Numéro 6, Gene Vincent. Avant d'être Eddie Mitchell, il y avait Claude Moine, un adolescent parisien qui, au tournant des années 60, cherchait un souffle nouveau, une musique qui corresponde à l'électricité qu'il ressentait dans ses veines. Et c'est Gene Vincent qui lui offrit cette étincelle. Lorsque résonna pour la première fois dans sa chambre le légendaire Bebop à Lula, le monde de Claude s'ouvrit comme une grande porte battante, projetant son imagination dans une Amérique fantasmée, pleine de blousons noirs, de guitares saturées et de liberté. Gene Vincent n'était pas seulement un chanteur, il incarnait une attitude, une manière de se tenir face au micro, comme si la scène était un ring. Sa voix rugueuse, oscillant entre fragilité et défi, révélait que le rock'n'roll n'était pas un divertissement, mais une confession brute. Pour le jeune Mitchell habitué aux disques français polissés, ce fut un séisme. Il comprit qu'on pouvait chanter avec ses tripes, avec ses failles, et que la musique pouvait être l'arme des révoltés silencieux. Ce choc d'adolescence ne le quitta jamais. Avec les chaussettes noires, Mitchell reprit plusieurs titres de Vincent presque comme un acte de foi. Sur scène, il imitait ses postures, reprenait son énergie fébrile, comme s'il voulait prolonger ce cri venu d'outre-Atlantique. Le public français avide de modernité se laissa entraîner par ce souffle nouveau, et derrière chaque accord, derrière chaque hurlement, on pouvait deviner l'ombre bienveillante de Gene Vincent, maître invisible, guidant ses disciples européens. Mais l'admiration de Mitchell ne se limitait pas à une fascination de jeunesse. En vieillissant, il garda pour Vincent une tendresse particulière, presque paternelle. Car Gene Vincent n'a pas eu la carrière flamboyante d'un Elvis Presley, ni la longévité d'un Chuck Berry. Sa vie fut une course heurtée, marquée par les blessures et les excès, et il quitta ce monde trop tôt. Mitchell le savait, et c'est peut-être cette fragilité qui l'émeuvait le plus. Gene Vincent disait-il un jour, « C'est le rock dans toute sa vérité, beau, violent, fragile et toujours sincère. » Il y a dans cette phrase la clé de son admiration. Car au fond, Mitchell se reconnaissait dans cette tension entre éclat et mélancolie, entre fougue et vulnérabilité. Lui aussi a bâti sa carrière sur ce fil passant du rocker adolescent au crooner désabusé, sans jamais renier l'enfant émerveillé qui avait un jour posé un disque de Gene Vincent sur sa platine. Alors lorsque l'on demande à Eddie Mitchell quel fut son premier choc, il ne cite pas les plus évidents, mais ce chanteur à la jambe abîmée, ce pionnier qui semblait tout donner jusqu'à sa santé pour faire vivre une chanson de 3 minutes.
et dans ses yeux, on comprend que derrière l'immense carrière qu'il a bâtie, il y aura toujours quelque part un adolescent parisien qui continue d'applaudir Gene Vincent comme à son premier concert. Numéro 5, Chuck Berry. S'il fallait désigner un véritable père fondateur du rock'n'roll, Eddie Mitchell n'hésiterait pas une seconde, ce serait Chuck Berry. Là où Gene Vincent avait allumé l'étincelle, Berry alluma l'incendie. Car avec lui, le rock n'était plus seulement un cri de jeunesse, mais une langue nouvelle, un vocabulaire rythmique et poétique que des générations entières allaient apprendre par cœur. Pour le jeune Mitchell, écouter Chuck Berry, c'était découvrir un écrivain caché derrière une guitare. Les riffs électriques de Johnny B. Goode ou Roll Over Beethoven semblaient courir comme des éclairs dans la nuit, mais ce qui frappait encore plus, c'était l'art des mots. Berry racontait des histoires, celles d'adolescents, rêvant de gloire de voiture, lancés sur des routes poussiéreuses de danses endiablées où la vie se jouait en 3 accords. Cette capacité à peindre des tableaux, avec des phrases simples mais vibrantes, inspira profondément Mitchell, qui plus tard, dans ses chansons en français, essaiera lui aussi de mêler récit et musique. Et puis il y avait la scène. Chuck Berry avait inventé un geste, une posture, une manière de posséder l'espace, son fameux duck walk, ce pas de canard qu'il exécutait en grattant frénétiquement sa Gibson. Pour les adolescents français qui voyaient ces images surgir des écrans de télévision ou des pochettes de vinyle, c'était une révolution. Mitchell, fasciné, comprit que le rock n'était pas qu'un son, c'était un spectacle total, une manière de vivre et de s'affirmer. Lorsqu'il monta sur scène avec les chaussettes noires, il n'oublia jamais de glisser un peu de cette folie, de cette théâtralité héritée de Berry. Les années passant, l'admiration de Mitchell pour Berry ne s'estompa jamais. Au contraire, elle se renforça car il mesurait mieux que quiconque l'ampleur de son influence. Tous les grands, des Beatles aux Rolling Stones, avaient puisé à cette source. Sans Chuck Berry, pas de rock britannique, pas de scène française. Mitchell savait que sa propre carrière et même sa vocation n'auraient peut-être jamais existé sans ce pionnier. Il le répétait souvent. Berry, c'est l'architecte. Nous ne sommes que les locataires de la maison qu'il a construite. Cette formule dit tout. L'architecte, c'était Berry, capable de donner au rock une structure solide, des fondations rythmiques et mélodiques sur lesquelles le monde entier allait pouvoir bâtir. Et Mitchell, dans sa gratitude, ne se considérait pas comme un rival ou un héritier, mais comme un débiteur éternel. Chanter du rock en français, c'était déjà une audace. Mais sans le langage inventé par Chuck Berry, il n'aurait pas eu de matière première pour modeler ses propres chansons. Alors quand il égrène la liste des artistes qui l'ont marqué à jamais, Mitchell cite Berry, avec un respect particulier, presque religieux. Car dans chaque riff de guitare, dans chaque mot, scandé sur un rythme syncopé, il entend encore battre le cœur de son adolescence. Et il sait que tant que Chuck Berry continuera d'être écouté, l'histoire du rock restera vivante, palpitante, immortelle. Numéro 4, Elvis Presley. Il est impossible de raconter l'histoire du rock sans prononcer ce nom Elvis Presley. Pour Eddie Mitchell, comme pour tant d'autres jeunes Européens des années 50, Elvis fut une révélation à la fois sonore et visuelle. Là où Gene Vincent avait éveillé la curiosité et où Chuck Berry avait construit un langage, Elvis imposa une incarnation, celle du roi. Lorsque Mitchell vit les premières images d'Elvis, ce fut un choc esthétique. Cette silhouette en costume flamboyant, cette chevelure lustrée, ces déhanchements qui affolaient la jeunesse et scandalisaient les adultes, tout semblait nouveau, insolent, irrésistible. Elvis n'était pas seulement un chanteur, il était une présence. Et pour le jeune Claude Moine, futur Eddie Mitchell, il devint aussitôt un modèle à suivre. Dans les caves de Paris, au milieu des vinyles ramenés d'Amérique, on s'échangeait ses disques comme des talismans. Avec les chaussettes noires, Mitchell tenta de recréer cette magie. Les costards ajustés, les regards défiants, les rythmes effrénés, tout respirait l'influence du King. Les fans français avides de modernité s'y reconnaissaient immédiatement. Mais ce qui marqua le plus Mitchell, ce n'était pas seulement l'apparence d'Elvis, c'était sa capacité à tout embrasser, le rock bien sûr, mais aussi la ballade romantique, le gospel, le rhythm and blues. Elvis montrait qu'un artiste pouvait être multiple sans se perdre, et cette leçon accompagnera Mitchell tout au long de sa carrière.
Au-delà de l'icône, Elvis représentait pour Mitchell une forme de liberté totale. Chanter ce qu'on voulait, s'habiller comme on l'entendait, faire danser une génération entière. C'était un rêve d'adolescent, devenu réalité à travers cette figure charismatique. Et même lorsque les modes passèrent, lorsque le rock se diversifia et que de nouvelles stars émergèrent, Elvis resta pour Mitchell le socle, la référence absolue. Il y avait aussi chez Mitchell une profonde admiration pour la voix d'Elvis. Cette voix ample capable de rugir, comme de murmurer, de séduire, comme de bouleverser. Une voix qui n'avait pas besoin de fioritures pour convaincre. Mitchell plus tard, en travaillant son timbre grave et enveloppant, ne put s'empêcher d'y voir une filiation. Non pas une imitation, mais une inspiration lointaine, comme si l'ombre d'Elvis continuait de flotter au-dessus de chaque note. Et puis il y avait la dimension mythologique. La carrière fulgurante, la gloire planétaire, mais aussi la solitude, les excès, la fin tragique. Pour Mitchell, Elvis n'était pas seulement un musicien, il était un destin, une légende vivante, devenue légende tout court. Elvis, disait-il, c'est l'Amérique, tout ce qu'elle a de grand et tout ce qu'elle a de fragile. En plaçant Elvis parmi les artistes qu'il admire le plus, Eddie Mitchell ne fait pas qu'honorer une idole d'adolescence. Il reconnaît la dette d'une génération entière de musiciens français, ou non, envers celui qui transforma un simple genre musical en phénomène mondial. Dans le cœur du rocker français, Elvis restera à jamais le roi, celui qui lui montra qu'avec une chanson et une guitare, on pouvait conquérir le monde. Numéro 3, Ray Charles. Si le rock avait forgé l'adolescence d'Eddie Mitchell, la découverte de Ray Charles fut comme une révélation spirituelle. Là où Elvis et Berry portaient la parole et la flamme de la jeunesse rebelle, Ray Charles ouvrait une autre porte, celle de l'âme du gospel de la vérité nue dans la voix humaine. Pour Mitchell, entendre Ray Charles, c'était se rendre compte que la musique pouvait être bien plus qu'un défouloir. Elle pouvait être une prière, une confidence, une main tendue. Ray Charles, avec son piano et son regard voilé par l'ombre de la cécité, incarnait la force intérieure. Sa manière de fusionner le gospel avec le rhythm and blues, d'y glisser du jazz et même de la country bouleversa le paysage musical mondial. Mitchell, qui commençait à chercher sa propre voix au-delà du simple rock à guitare, trouva dans cet éclectisme une source d'inspiration immense. Il comprit que l'authenticité n'avait pas de frontières, peu importait le style du moment que l'émotion était vraie. Un souvenir l'avait particulièrement marqué le jour où il entendit « What I Say ». Le morceau semblait tailler en pièces toutes les conventions mélangeant transe religieuse et sensualité profane. Pour le jeune chanteur français, ce fut comme une gifle douce, un rappel que la musique devait déranger pour être sincère. Plus tard, quand Mitchell se lança dans des registres plus proches du jazz ou de la soul, il avouera que cette audace venait directement de Ray Charles. L'admiration de Mitchell ne s'arrêtait pas à la technique ou au génie musical. Il y avait chez Ray une dignité, une fierté, une manière de se tenir face au monde qui l'impressionnait. Malgré les obstacles, malgré une vie jalonnée de difficultés, Charles restait debout, avec son sourire lumineux et sa voix de feu. Mitchell voyait en lui un exemple, celui d'un artiste qui, sans jamais trahir ses racines, avait su conquérir la planète entière. Cette influence se ressentira particulièrement dans la carrière solo de Mitchell lorsqu'il délaissera peu à peu le rock adolescent pour devenir un crooner à la française. Dans ses albums, où se mêlaient des ballades orchestrées et touches de jazz, on retrouvait l'ombre bienveillante de Ray Charles. Non pas dans une imitation servile, mais dans une recherche de vérité chantée pour dire quelque chose, chantée pour émouvoir, chantée pour guérir. À plusieurs reprises, Mitchell rendit hommage à Ray Charles dans ses interviews évoquant ce qu'il appelait la leçon de sincérité. Car pour lui, Ray Charles prouvait qu'on ne chante pas seulement avec la gorge ou les cordes vocales, on chante avec ses cicatrices, ses blessures, ses élans intérieurs. Et cette conviction traversera toute son œuvre. En plaçant Ray Charles parmi ses admirations suprêmes, Eddie Mitchell révélait aussi un pan plus intime de lui-même. Derrière l'image du rocker en blouson noir, il y avait un homme sensible, avide d'authenticité,
en quête de profondeur. Ray Charles fut ce maître invisible qui lui montra que la musique, lorsqu'elle est vécue de l'intérieur, devient universelle. Numéro 2, Johnny Hallyday. Parler de l'admiration d'Eddie Mitchell sans évoquer Johnny Hallyday serait impensable. Entre eux, il n'y avait pas seulement le respect artistique, mais une amitié indestructible forgée dans les flammes du rock et consolidée par plus d'un demi-siècle de complicité. Ils furent deux faces d'une même pièce, l'un Johnny flamboyant, excessif, toujours sur la crête des émotions. L'autre Eddie, plus discret, plus ironique, mais tout aussi passionné. Ensemble, ils écrivirent une page essentielle de l'histoire musicale française. Dès les débuts, Mitchell sut reconnaître en Hallyday une énergie hors du commun. Le jeune Johnny, à peine sorti de l'adolescence, avait déjà ce pouvoir de captiver les foules, de transformer une scène en arène. Eddie, qui le côtoyait dans les années 60, voyait en lui une sorte de frère de route, une incarnation française de cette flamme rock importée d'Amérique. Il admirait non seulement sa puissance vocale, mais aussi son endurance. Johnny ne reculait jamais devant les excès, il donnait tout chaque soir comme si c'était la dernière fois. Cette admiration se nourrissait aussi de moments partagés. Les deux artistes ne se contentaient pas de s'apprécier à distance, ils vécurent ensemble des tournées des soirées des confidences. Leur complicité culmina dans le projet « Les Vieilles Canailles », ce trio mythique avec Jacques Dutronc. Sur scène, Mitchell retrouvait le plaisir adolescent d'être en bande tout en admirant la capacité de Johnny à enflammer encore le public même à un âge avancé. Ce spectacle ne fut pas seulement une réunion de stars, mais un hommage mutuel, une célébration d'une fraternité indestructible. Eddie Mitchell admirait aussi chez Johnny une qualité rare, sa sincérité brute. Hallyday n'était pas un stratège, encore moins un calculateur. Il vivait tout à l'instinct, au cœur, quitte à se brûler. Mitchell, plus rationnel, voyait là une force qu'il ne possédait pas lui-même et qu'il respectait profondément. Johnny, disait-il souvent, c'était le dernier héros. Une phrase simple mais qui résume bien la place unique qu'il occupait dans son cœur. Et puis, il y avait l'histoire humaine. Quand Johnny disparut en 2017, Mitchell fut l'un des premiers à témoigner avec des mots simples mais bouleversants. On sentait que derrière la douleur se cachait une admiration intacte, celle d'un ami qui avait toujours su mesurer l'ampleur de la légende. Pour Mitchell, Johnny n'était pas seulement un collègue ou un partenaire de scène, il était un repère, une figure fraternelle dont la lumière éclairait sa propre route. En inscrivant Johnny Hallyday dans la liste des artistes qu'il admirait le plus, Eddie Mitchell confesse au fond que son histoire personnelle est indissociable de celle de son ami. C'est reconnaître qu'au-delà de l'influence américaine, au-delà des idoles venues d'outre-Atlantique, il y avait aussi un héros français de chair et de sang qui l'inspirait au quotidien. Johnny fut pour Mitchell une preuve vivante que le rock pouvait avoir un accent français et qu'il pouvait malgré tout toucher l'universel. Numéro 1, Frank Sinatra. Au sommet de son panthéon personnel, Eddie Mitchell place un nom qui peut sembler surprenant pour un rocker, Frank Sinatra. Pourtant, rien n'est plus logique, car derrière le blouson noir et les guitares saturées, il y a toujours eu chez Mitchell un cœur de crooner, une attirance pour l'élégance intemporelle des grandes voix américaines. Et Sinatra The Voice représentait pour lui l'apogée de cet art. Mitchell découvre Sinatra à une époque où la France entière vibre encore au son du rock naissant. Mais lui déjà se laisse séduire par cette manière de poser les mots, de caresser les notes, de transformer chaque chanson en confidence intime. Sinatra n'avait pas besoin de cris ni de contorsions, sa puissance résidait dans la retenue, dans la justesse absolue, dans ce phrasé qui semblait parler directement à l'âme. Pour Mitchell, ce fut une révélation, on pouvait bouleverser sans élever la voix, conquérir sans éclat. Au fil des années, cette admiration se renforça, car Sinatra n'était pas qu'un chanteur, il était un style, une façon d'habiter le temps. Sa silhouette en costume sombre, sa gestuelle minimaliste, sa voix qui traversait les décennies sans perdre de sa chaleur, tout cela incarnait une forme d'éternité. Mitchell, en s'éloignant progressivement du rock adolescent, trouva dans ce modèle la voie de sa propre maturité artistique. Ses albums plus orchestrés, ses ballades à la mélancolie feutrée, portent tous en filigrane l'ombre de Sinatra.
Il admirait aussi l'intelligence avec laquelle Sinatra choisissait ses chansons. Chaque texte, chaque mélodie semblait correspondre à un moment de sa vie. Mitchell, qui accordait une grande importance aux paroles, s'en inspira. Il voulait que ses chansons racontent des histoires, qu'elles aient un poids narratif à l'image des standards américains. Et puis Sinatra incarnait une forme d'indépendance. Malgré les aléas de sa carrière, malgré les tempêtes, il restait maître de son destin, choisissant ses collaborations, ses orchestres, ses projets. Mitchell, qui a toujours su garder sa liberté artistique en refusant les modes éphémères, ne pouvait que s'incliner devant cette exemplarité. Il y avait enfin dans cette admiration quelque chose de personnel. Sinatra, avec sa voix grave et son timbre velouté, offrait à Mitchell un miroir intime. On peut être un chanteur populaire et garder une exigence, on peut être une star, et rester fidèle à une certaine idée de la classe. Pour le rocker français, Sinatra n'était pas seulement une idole, mais une boussole, un repère, qui lui montrait qu'au-delà de la fureur et des guitares, il existait une autre manière d'émouvoir, plus subtile, plus durable, presque éternelle. Ainsi, lorsqu'Eddie Mitchell révèle que Frank Sinatra est l'artiste qu'il admire le plus, il révèle aussi une part cachée de lui-même. Derrière le rebelle, il y a toujours eu un crooner. Derrière l'amoureux du rock, il y a toujours eu un passionné de jazz et de grandes orchestrations. Sinatra, pour lui, est la preuve que la musique, quand elle est sincère et élégante, transcende les frontières, les modes et les générations. À 83 ans, Eddie Mitchell regarde son parcours avec la sérénité de ceux qui savent avoir vécu plusieurs vies en une seule. Derrière lui, des dizaines d'albums, des tournées mythiques, des films, des complicités artistiques qui ont marqué des générations. Mais lorsqu'il évoque ses admirations, on comprend que l'homme n'a jamais cessé d'être un spectateur émerveillé, un passionné resté fidèle à ses premiers frissons. Gene, Vincent Chuck Berry, Elvis Presley, Ray Charles, Johnny Hallyday et Frank Sinatra, 6 noms, 6 destins, 6 phares, qui ont illuminé sa route. Chacun lui a appris quelque chose d'essentiel. De Vincent, il a retenu la sincérité brute. De Berry, l'art de raconter. D'Elvis, la force du charisme. De Ray Charles, la profondeur de l'âme. De Johnny, la fraternité indéfectible. De Sinatra, enfin, l'élégance suprême. Ces admirations ne sont pas seulement des souvenirs, mais des racines. Elles expliquent pourquoi Mitchell a su traverser les décennies sans jamais se trahir, passant du rocker enragé au crooner raffiné avec la même authenticité. Elles rappellent aussi que même les légendes ont besoin d'admirer d'autres légendes pour garder intacte la flamme de l'inspiration. Aujourd'hui, quand il se tient devant un micro, la voix posée et l'œil amusé, on devine encore l'adolescent du 9e arrondissement, celui qui posait un vinyle de Gene Vincent sur une platine en rêvant d'Amérique. Et c'est peut-être là le plus bel héritage qu'il nous offre, la certitude que la musique n'est pas une question d'âge ni de mode, mais d'admiration et de transmission. Eddie Mitchell, en révélant les artistes qu'il a le plus admirés, nous livre au fond un aveu intime. Sans eux, il ne serait pas devenu celui qu'il est. Et grâce à lui, eux continuent de vivre dans la mémoire de chaque chanson.